Il était un peu plus de 15 heures à l'hôpital du centre-ville, et le couloir menant aux urgences était inhabituellement calme. Les infirmières allaient et venaient entre les chambres, les moniteurs émettaient des bips réguliers, et les néons bourdonnaient légèrement au-dessus. Rien ne semblait sortir de l'ordinaire jusqu'à ce qu'un hoquet de surprise brise le silence. Le gardien de sécurité à l'entrée principale se figea. À travers les portes vitrées automatiques, une vision glaçante s'offrit à lui, une petite fille noire, âgée d'au plus 6 ans, pieds nus, seule, tremblante, avançait en traînant les pieds dans le couloir. Elle portait une robe rose pâle, trop serrée sur son ventre gonflé de manière anormale, le tissu fin et élimé. Ses bras enserraient son abdomen, et ses lèvres frémissaient tandis qu'elle retenait ses larmes. Elle semblait terrifiée, visiblement en proie à une douleur intense. Derrière le comptoir d'accueil, une jeune infirmière se leva d'un bond. « Ma petite, ça va ?» lança-t-elle, contournant déjà le bureau pour se précipiter vers elle. Mais la fillette ne répondit pas. Elle fit quelques pas de plus, puis s'arrêta. Sa poitrine se soulevait rapidement, ses doigts s'enfonçaient dans sa robe comme si quelque chose à l'intérieur de son ventre bougeait. Elle laissa échapper un gémissement doux, pitoyable, qui glaça le sang de tous ceux qui l'entendirent. Le docteur Hélène Marshall, pédiatre spécialisé, sortait tout juste de la chambre d'un patient lorsqu'elle aperçut l'agitation. Ses yeux se posèrent sur la petite fille, et elle se précipita instinctivement vers elle. Les genoux de l'enfant cédèrent, mais Hélène la rattrapa juste à temps. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en sentant la distension dure et anormale du ventre de la fillette. Ce n'était pas mou comme une grossesse, c'était tendu, surchargé, anormal. La petite fille s'agrippa au manteau d'Hélène, les larmes ruisselant sur son visage, prononça 3 mots tremblants, « ça bouge encore ». Hélène cligna des yeux, interloquée. « Quoi ?» La fillette répéta, à peine audible, « ça bouge encore, à l'intérieur de moi ». Le temps sembla s'arrêter. Hélène plongea son regard dans celui de l'enfant, empli de panique, mais dénué de confusion. Elle n'imaginait rien, elle décrivait quelque chose de réel. Puis, Hélène fit quelque chose qui surprit même les infirmières à proximité. Elle se tourna vers le comptoir d'accueil, la voix plus tranchante qu'on ne l'avait jamais entendue, appeler le 911, tout de suite. L'infirmière hésita. « Mais, docteur Marshall, nous sommes l'hôpital. »« Je sais. » coupa Hélène. « Appelez quand même. Ce n'est pas seulement médical, c'est criminel. » La tension se brisa. Les infirmières s'éparpillèrent, l'une courut chercher un brancard, une autre appela l'équipe de traumatologie pédiatrique. Hélène resta auprès de la fillette, l'aidant à s'allonger doucement par terre. Mais l'enfant hurla de douleur dès que son dos s'arqua, son ventre tressaillant comme si quelque chose à l'intérieur se déplaçait à nouveau. « Comment vous appelez-vous » demanda Hélène rapidement. « Où sont votre maman ou votre papa ?» La fillette secoua faiblement la tête. « Je sais pas. Ils m'ont dit de ne pas parler. » Sa voix se brisa en un sanglot. Les mains d'Hélène tremblaient. Qui qu'ils fussent, ils n'avaient pas seulement abandonné cet enfant, ils l'avaient utilisé. Une infirmière revint avec un brancard, et ensemble, elles soulevèrent délicatement la fillette pour l'Y installer. En la transportant dans le couloir, le personnel et les visiteurs s'écartaient, murmurant, perplexes. Dans la salle de traumatologie, un chaos contrôlé éclata. Une intraveineuse fut posée, un moniteur cardiaque branché, une machine à ultrasons amenée. Hélène resta près du lit, frottant doucement la main de l'enfant. « Vous êtes en sécurité maintenant, ma petite. Je vous le promets. » Mais au fond d'elle, elle savait que la sécurité était encore loin. L'échographie commença, et sur l'écran, ils le virent. Pas un bébé, pas une tumeur. Des objets étrangers, cylindriques, des dizaines, entassés étroitement entre ses organes. Tous dans la pièce retinrent leur souffle. L'estomac d'Hélène se noua. Il n'avait pas été avalé, il n'était ni dans l'estomac ni dans les intestins. Quelqu'un les avait placés à l'intérieur d'elle, soigneusement, chirurgicalement. Hélène recula et attrapa le téléphone fixe près du mur. Cette fois, elle passa l'appel elle-même. « 911, quelle est votre urgence ?» Elle n'hésita pas. « Ici le docteur Hélène Marshall, à l'hôpital Saint-Jude. Nous avons une fillette de 6 ans. Nous pensons qu'on lui a implanté chirurgicalement des capsules de drogue. J'ai besoin de la police et de la protection fédérale de l'enfance, maintenant. » La salle de traumatologie était silencieuse, mais pas par calme. Tout le monde retenait son souffle. L'écran de l'échographie brillait toujours sur le mur, affichant les formes inhumaines à l'intérieur du ventre de la petite fille. Des dizaines d'objets, froids, étrangers, enveloppés dans ce qui semblait être du plastique ou du latex, certains se déplaçant légèrement sous le balayage de la machine, faisant sursauter l'infirmière. « Elle en a au moins 30, murmura le résident à côté d'Hélène. Le visage d'Hélène blêmit. Peut-être plus. La fillette était sous sédation, à peine consciente, son corps en état de choc. Sa fièvre montait, sa tension artérielle chutait.
Chaque minute augmentait le risque de rupture. Si une seule de ces capsules éclatait, elle ne survivrait pas. On va en chirurgie, maintenant, déclara Hélène en se tournant vers l'anesthésiste. Mettez-la sous anesthésie rapidement et stabilisez-la. On ne peut pas risquer de mouvements brusques. Dans le bloc opératoire, l'équipe se prépara comme si leur vie en dépendait, car une vie en dépendait réellement. La petite fille reposait immobile sous les lumières chirurgicales éclatantes, son ventre distendu de manière inconcevable, sa petite poitrine montant et descendant sous le ventilateur. Ses bras étaient doucement attachés, des lignes intraveineuses lui administraient des médicaments, et le moniteur cardiaque bipait de façon erratique en arrière-plan. Hélène prit une profonde inspiration, puis hocha la tête. Scalpel. Sa main était ferme lorsqu'elle fit la première incision. Couche par couche, la peau et les tissus de la fillette furent ouverts, révélant l'horreur en dessous. Des hoquets de stupeur résonnèrent dans la pièce. Les capsules, longues d'environ 5 cm, étroitement enveloppées, avaient été insérées chirurgicalement dans la cavité abdominale, entre les organes, compactées pour éviter les détecteurs des scanners d'aéroport. Mais elles n'étaient pas parfaitement placées. L'une appuyait durement contre son intestin, menaçant de le déchirer. Une autre était coincée derrière son foie. Elle aurait pu mourir dans son sommeil, dit une infirmière d'une voix tremblante. Hélène ne répondit pas. Elle retirait déjà la première capsule. Elle était lisse, visqueuse, scellée dans ce qui ressemblait à du latex étiré, fermée hermétiquement aux deux extrémités. À l'intérieur, une poudre dense, brun clair, peut-être de l'héroïne, peut-être du fentanyl. Ils continuèrent, une par une. La pièce se remplit de plateaux métalliques alignés de preuves, 20, 30, 35, elles continuaient d'arriver. 47, 48, 49, et encore plus. 52 au total. Hélène murmura enfin, les mains tremblantes en essuyant son front. Quelqu'un a ouvert cet enfant, a rempli son corps comme un sac et l'a abandonné dans un hôpital en ville. La salle était silencieuse. Personne ne pouvait concevoir une telle chose. Ils commencèrent à refermer l'incision, irriguant soigneusement, traitant les hématomes internes. Les signes vitaux de la fillette tenaient, mais restaient fragiles. La voix d'Hélène trembla. Elle n'a pas d'identité, pas de tuteur légal. Elle n'est inscrite dans aucune école, aucun certificat de naissance sous le nom qu'elle a donné. C'est un fantôme, dit doucement l'anesthésiste. Non, répondit Hélène. Ce n'est pas un fantôme. C'est une survivante. Des heures plus tard, en salle de réveil, la fillette ouvrit lentement les yeux. Hélène était assise à ses côtés, les machines bipaient régulièrement désormais. Sa fièvre avait baissé, sa respiration était claire. Vous êtes en sécurité maintenant, murmura Hélène. La fillette cligna des yeux. C'est parti? Hélène hocha la tête. Tout est parti. Vous avez été tellement courageuse. Une larme coula sur la joue de l'enfant. Je savais pas ce que c'était, chuchota-t-elle. Ils ont dit que j'aurais des bonbons. Ensuite, je me suis réveillée, et j'avais mal. Et puis ils ont dit que je devais me taire, sinon je disparaîtrais. Hélène serra le poing derrière son porte-bloc. Qui vous a donné les bonbons? La fillette secoua la tête. Un homme, chauve, avec de grosses lunettes. Il m'a emmené dans un endroit avec plein de camions, et puis il est parti. Hélène leva les yeux. C'était la deuxième fois qu'elle mentionnait des camions. Des passeurs, des routes de fret. Il l'avait utilisé pour transporter des drogues illégales à travers les frontières, sachant que personne ne fuirait une enfant ou jusqu'à ce que la douleur devienne insupportable, jusqu'à ce que la petite fille, par désespoir, marche seule jusqu'à un hôpital. Au lever du soleil le lendemain matin, la nouvelle éclata, une fillette de 6 ans implantée avec 52 capsules de drogue. Les autorités enquêtent sur un important réseau de trafic. Aucune photo ne fut diffusée, son nom ne fut pas révélé, mais Hélène s'assura que sa voix soit entendue. Elle donna une déclaration à la presse cet après-midi-là, retenant ses larmes. Elle n'a pas fui le danger. Elle a couru vers l'aide. Et pour la première fois de sa vie, elle a été crue. Les drogues avaient été remises aux autorités fédérales. Les images de vidéosurveillance permirent d'identifier le visage et le véhicule de l'homme. Une chasse à l'homme était en cours. Mais plus important encore, la fillette était en sécurité et n'était plus seule. Cette nuit-là, Hélène s'assit à nouveau près de son lit. La petite dormait, paisible pour la première fois. « Je suis désolé qu'il t'ait utilisé, » murmura Hélène. « Mais je te jure que plus personne ne t'utilisera jamais. » Elle jeta un œil au dossier de la fillette, toujours étiqueté « Jane Doe ». Mais Hélène avait un autre nom en tête, Espoir. Car malgré tout ce qu'on avait mis en elle, ce qui en était sorti était une volonté de survivre et une voix pour prononcer 3 mots qui lui avaient sauvé la vie.